savez mentir. Vous savez mentir. You are fake news. C'est faux, je sais que c'est faux. On n'oublie pas. Emmanuel Macron doit installer ce mercredi une commission chargée, entre autres, de proposer des pistes pour lutter contre la désinformation en ligne. Une commission qui vient à la suite de la loi contre la manipulation de l'information, dite en français loi anti-fake news, loi qui a renforcé les pouvoirs du CSA et instauré des procédures judiciaires contre les fausses nouvelles ainsi que des outils de signalement sur les réseaux sociaux. Nous allons donc vivre notre première présidentielle sous cette loi que certains qualifient d'inapplicable, d'où notre premier grand débat. Loi anti-fake news en vigueur pour la présidentielle, est-ce une loi inapplicable? Et vous êtes 75% à dire oui. Avec nous, François Bernard Huyghe, chercheur à l'IRIS, auteur du livre Fake News, la grande peur. François Bernard Huyghe, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cette loi, je vais me faire l'avocat du diable, n'a pas pour but de museler les oppositions, au mieux, au pire, de vouloir créer une vérité officielle? Alors, c'est effectivement le danger de ce genre de loi parce que ça va immédiatement susciter le soupçon dans une opinion qui est très 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 sceptique à l'égard de sa classe politique, de ses médias, que c'est le ministère de la vérité d'Orwell dans 1984 oui. ou quelque chose qu'on a connu en URSS. Ou voilà. Donc, alors précisons quand même que cette loi n'est censée s'appliquer qu'en période électorale et pour des, je ne sais plus quelle est la formule exacte, pour des faux manifestes ou des nouvelles manifestement fausses. Alors, il faut avoir une définition de ce qu'est une fake news, c'est un anglicisme, on dit en France une info, il y a un vieux mot... Ou une infox, qui est le mélange d'info et d'intox. Voilà. Alors, il y a un vieux mot du XVIIIe siècle qui me plairait énormément, c'est une forgerie. Mais c'est un mot qui est tombé en désuétude. Alors, bon, c'est quoi la définition? Il faut que ça soit une nouvelle et qu'elle soit fausse. Une nouvelle, c'est quoi? C'est un événement qui s'est déroulé une fois. Le passé est irrémédiable, comme disait Hannah Arendt. Donc, il faut que ça décrive un événement faussement. Ça ne peut l'être que de deux façons. Soit parce que ce sont des images truquées ou mal légendées. On vous dit par exemple que c'est une manifestation de violence policière en Chine alors que c'est en Thaïlande ou le contraire. Oui. Où on bidouille un peu les images avec des en supprimant un personnage ou en faisant quelque chose de plus raffiné, ou il s'agit d'une affirmation fausse sur un événement qui ne s'est pas produit dans le passé. Du genre, le président de la République a rencontré le chef de la mafia, ou machin, quelque chose abominable. Si c'est ça, et si je veux dire par là, si on peut prouver le trucage de l'image ou du récit, oui, on est en présence de quelque chose de faux. François Bernard Huyghe, on va faire réagir les vraies voix Philippe Bilger, qui lui n'est absolument pas une fake news. Ces dispositifs m'inspirent beaucoup de méfiance, de toute manière. D'abord, il n'y a pas de liberté d'expression sans une rançon. On ne peut pas rêver d'une liberté d'expression qui offrirait à l'ensemble des citoyens une vérité parfaite et irréprochable. Deuxième point, je ne suis pas fanatique du CSA. Troisième point, là c'est plus sérieux. Je sens monter un étrange vent depuis quelque temps qui critique soi-disant la médiocrité de la campagne politique, qui ferait d'Emmanuel Macron le roi de la rationalité et les autres opposants seraient dans le délire. Donc je sens dans ce dispositif quelque chose qui est clairement destiné à favoriser la cause présidentielle. Françoise Degois veut réagir. Je souscris absolument à Philippe sur le fondamental. Sur le fondamental, c'est-à-dire que le discours général actuellement, vous avez les progressistes, vous voyez, tout ce qui est en fait le camp d'Emmanuel Macron, gouverné par la raison, le cercle de la raison, le cercle du progrès, le cercle du chic, du bobo chic, voilà. Et puis vous avez tous les autres, tout ce qui n'est pas dans ce clan-là,
complètement disqualifiée en permanence, soit disqualifiée parce que délirante et folle. Alors là, moi, ça m'a vraiment... Il y avait très longtemps que j'avais pas entendu ce genre d'adjectif concernant notamment Sandrine Rousseau. Elle est folle, voilà. Ça, c'est vraiment... La dernière fois, j'avais entendu ça pour Ségolène en 2006, vous voyez. Et puis, disqualifier Mélenchon. On disqualifie la gauche, on la ridiculise, on disqualifie la droite. Tout le reste n'est que pied-nickelage, vous voyez. La seule chose sérieuse, profonde et l'équilibre, ce serait Emmanuel Macron. Et je vois, moi, dans ce dispositif, quelque chose de purement électoral. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord à partir du moment où, en plus de ça, nous avons un gouvernement qui pratique l'art du mensonge, qui pratique le mensonge. C'est passé complètement inaperçu parce que tout le monde a l'air de s'en foutre, mais profondément, est-ce que vous trouvez normal qu'un président de la République affirme qu'il est vacciné alors que ça n'est pas vrai et qu'il se fait vacciner quelques mois plus tard? Est-ce qu'on lui a demandé, est-ce que quelqu'un lui a demandé de nous dire qu'il était vacciné ou pas? On s'en fout. C'est lui qui donne cette information. Du plus petit détail au plus grand détail, on a un gouvernement qui pratique la fausse vérité et j'ai beaucoup de mal à le voir nous faire la leçon sur les fake news. François Bernard Huyghe, la fausse vérité, c'est intéressant comme concept que vient d'énoncer Françoise Degois. Et ce que disait Philippe Bilger, c'est intéressant aussi. Il y a une rançon à la liberté d'expression, c'est qu'on peut dire des conneries. Absolument, je suis d'accord avec vos deux intervenants. Et effectivement, en instaurant, il n'y a d'ailleurs pas que cette loi contre les fake news, il y a un organisme qui s'appelle Vigidoum, et puis on va faire une commission contre le complotisme. Donc on a beaucoup l'impression qu'il y a un phénomène idéologique qui est que le macronisme se présente comme le parti de la raison et de la vérité auquel ne pourraient s'opposer que des extrémistes, des fous ou des cons désinformés, si possible, par les Russes et les Chinois. Voilà, exactement. Merci. Exactement. Voilà. C'est insupportable. Non, mais honnêtement, c'est insupportable. Parce que c'est très difficile de sortir de cette tenaille. Vous savez, le discours ambiant, permanent, tabassant, le discours médiatique, même si moi j'en fais partie, j'essaie de résister à ça. Mais voilà, ce n'est pas forcément... Je ne suis pas une grande résistance. Hein. Je suis une révolutionnaire en peau de lapin, moi, quand même. Il faut quand même le dire. Non, mais je veux dire, je me fais... Non, pas du tout. Mais je me fais pas plus que je ne suis. Mais je veux dire par là que le discours est mutilant, il est castrateur, il est débilitant en fait. Vous n'êtes pas d'accord? Jean-Baptiste Giraud. Moi je suis tétanisé quand je vois que l'on peut oser proposer cela, certainement avec une idée généreuse de la régulation de la parole, de la pensée et des idées, alors que l'on constate depuis des mois et même maintenant des années ce que font les GAFA. Comment Google, Facebook, Twitter et tous les autres nous privent de la parole pour des choses aussi futiles. L'autre jour, il y avait une infographie que je commente, une infographie qui montrait le partage des richesses en Russie. Et effectivement, ça montrait que la classe supérieure s'accaparait une grosse partie des richesses en Russie. J'ai eu le malheur de commenter en disant, non pas salaud de pauvre, qui est une citation de Jean Gabin. Jean Gabin, voilà, dans la traversée de Paris. Et je dis salaud de russe. Ha! Signalement, bannissement des réseaux sociaux pendant 24 heures, salaud de russe. Mais je pense que si j'avais mis salaud de pauvre, en fait, je me suis posé la question après coup, je crois que si j'avais mis salaud de pauvre, puisque ça commentait aussi cette infographie, on voit que les populations pauvres en Russie sont plus pauvres qu'ailleurs, eh ben, j'aurais été aussi banni. Ça veut dire que même la référence cinématographique, même l'humour n'est pas compris. Une commission comme celle-là, elle va nous sanctionner même pour l'humour. François Jost, sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle et auteur de Médias sortir de la haine, publié chez CNRS Éditions, nous a rejoint. Bonsoir François. Bonsoir Philippe. Bon, vous n'êtes pas russe, mais vous pouvez parler du sujet, bien évidemment. Est-ce que c'est pas surréaliste de voir le poids des GAFA qui font quelque part, qui donnent un peu le là sur les news vraies ou pas vraies, les vraies nouvelles, les fausses nouvelles? J'aime pas trop le mot fake news, ça fait beaucoup d'anglicisme. Parce que quand on voit... Un Fox. Ou un Fox, voilà, très bien, les Infox. Et est-ce que, quelque part, quand on voit qu'ils peuvent se permettre, je pense à Twitter, de faire sauter le compte du président des États-Unis en exercice, est-ce que ça prouve pas qu'ils ont atteint un poids? On comprend pourquoi Jean-Baptiste Giraud, pour son jeu de mots par rapport à la traversée de Paris, a été banni. Parce que, désolé mon cher Jean-Baptiste, vous êtes quand même moins puissant que le président des États-Unis. François Jost. Qui c'est? Alors, sur ce qui vient d'être dit sur salaud de russe, il faut quand même préciser que le Conseil constitutionnel a bien spécifié que ce texte ne s'applique pas aux parodies, à l'humour, etc. Donc évidemment, mais si c'est toujours difficile de juger le second degré, mais je veux dire, c'est prévu.
que l'humour reste possible, etc. Ah bah Oui, mais merci, sans ils sont culture. trop bons. Sans culture. Vous êtes trop braves. attendez. Non mais n'importe quoi, franchement. Moi, Qui mange de la si vous brioche voulez, je pense que les attendus, les soupçons que vous avez sur le fait que c'est pour défendre la Macronie, etc., c'est pourquoi pas. Mais avant ça, il me semble quand même tout à fait essentiel de lutter contre les fake news. Les fake news, j'entendais tout à l'heure un certain nombre de fake news qui étaient donnés par mon collègue François-Bernard Huyghe, qui était très juste. Mais je pense qu'il y a des choses tout à fait factuelles. Quand dans un débat, un candidat à la présidence dit qu'il y a 50 milliards d'argent qui est détourné par les trucs sociaux, de fraude sociale. Rapport de la Cour Voilà, des les comptes qui dit fonds 45 milliards. Donc bon. C'est quand même intéressant de lui dire que la Cour des comptes n'en compte qu'1 million. Ah non, non, là, pour le coup, vous le colportez, les fake news. La Cour des comptes dit alors c'est vaste, la Cour des comptes dit de 13 à 45 milliards. Voilà. Donc il y a un rapport de 1 à 3. C'est pas ce que j'ai lu. Mais non, mais c'est hallucinant. Alors, non, parce que alors l'affaire est ressortie parce que le soir même, il passait une émission de BFM TV de la semaine d'avant qui montrait une émission sur la fraude sociale où en panneau sur BFM TV il y a marqué fraude sociale de 13 à 45 milliards selon la Cour des comptes. Justement, François Jost, Philippe Bilger, comment dire ce qui est vrai quand même la Cour des comptes, qui théoriquement connaît pas trop mal les chiffres, du moins on peut l'espérer, vous donne une échelle de valeur de 1 à plus de 3. Et quand même, François Jost, pour justifier son propos, lui-même colporte une fake news. Philippe Bilger. Attendez, persuadé que c'est une vraie news. L'autre jour, Zemmour a dit, il a cité, je me rappelle plus le nom de l'écrivain qui a écrit. Oui, Charles Prats, Cartel des fraudes. Oui, Prats, etc. Il a dit, il chiffre 50 millions, j'ai relu milliards. C'est 30 millions ce qu'il dit. Milliards. Mais François, Philippe. Alors Philippe Bilger, et après on part au 0826 300 300. Et Françoise de Goua va être contente, ça s'appelle des Hautes-Pyrénées. François Jost, avec beaucoup d'amabilité, je trouve que votre dernière réflexion est très dangereuse. Parce qu'au fond, ça veut dire que vous considérez, dans le cadre d'un débat médiatique et d'un échange démocratique, il faut qu'on ait une commission qui vienne au secours ou au détriment d'un candidat. Mais c'est la contradiction même qui réglera le problème. Ça me paraît extrêmement dangereux de dire qu'une loi doit régenter les erreurs délibérées ou non qui résultent d'un débat politique. Je veux au secours. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. François Jost, s'il vous plaît. Je voudrais juste dire que, pour dire, je ne suis pas d'accord avec la philosophie, le point de vue de François Jost, mais là, je pense que ce qui s'est passé avec BFM et ce que fait LCI aussi, LCI l'a fait sur le débat avec les Verts, je pense que c'est pas mal. Je pense que vérifier les énormités dans un débat entre plusieurs candidats sur l'instant, ce qui ne va pas, c'est la méthode de vérification. C'est quand vous avez des journalistes juniors qui sont généralement payés au lance-pierre et qui ne sont pas des experts et qui font Google et qui tapent, c'est ça qui va pas. Mais l'idée de vérifier est très bien. Je voudrais répondre quand même. Les vérificateurs ne sont absolument pas légitimes ni pertinents. Bien sûr. Alors, François Jost. Mais il a dit des énormes conneries, Zemmour, point, c'est vrai, il faut juste l'assumer, quoi, ça va. Je voudrais répondre juste de votre point de vue. François Jost. Il y a quelques jours est paru le rapport du comité d'éthique du CNRS. C'est un rapport de 50 pages qui est extrêmement intéressant, où il dit, on n'a pas dit assez clairement qu'il y avait des gens qui disaient des conneries scientifiques et qu'on les a laissés parler, etc. C'est des gens extrêmement compétents, c'est les scientifiques du CNRS qui disent, là, les médias ont fait n'importe quoi, on a donné la parole à n'importe qui. Mais c'est vachement grave, ce genre de jugement. Pardon de vous le dire, non mais... C'est ce qui nous permettra d'aller contre les fake news. Excusez-moi,
moi, François Jost, quand Luc Montagnier, je vais vite, hein, professeur Montagnier, que tout le monde conchit en gros, hein, il a eu le prix Nobel de médecine, du sida. voilà, co-découvreur du sida, qui dit, tout le monde, d'ailleurs, il a été interdit d'antenne au bout d'une semaine, qui dit, vous savez, le virus du coronavirus, c'est probablement pas de pangolin, c'est probablement une erreur de laboratoire. Tout le monde lui est tombé dessus en disant, et la réalité, c'est que tout le monde est en train, y compris le CNRS, de dire, oui, c'est ça. Alors, vous savez, c'est vache, si, c'est, excusez-moi, c'est très dangereux, votre point de vue. Moi, je suis pas complotiste, j'en ai rien à fiche, mais votre point de vue de décider qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est disciple, c'est la dictature, ça s'appelle. Mais non, on n'est pas dans un monde où attendez, il y a des choses qui dépendent du savoir, et il y a des choses qui dépendent. Alors, vous savez quelque chose sur le coronavirus? Vous savez quelque chose? Est-ce que vous savez quelque chose sur le coronavirus? Moi, j'en sais rien, et les plus grands spécialistes non plus. Si ça dépend du savoir, juste confondre millions et milliards, 50 millions et 50 milliards, c'est quand même pas du tout la même chose. Chacun son tour. Important. On va donner la parole à François-Bernard Huyghe. Est-ce que, quelque part, ça va pas être une usine à gaz, cette affaire de loi anti-fake news au moment de la présidentielle? Parce que vous vous rappelez, il y a 5 ans, les débats, au premier tour, il y avait une dizaine de candidates et de candidats, c'est bien ça? Oui, il y avait les Macron Leaks surtout, oui, c'est ça qui veulent éviter. Si jamais, pour chaque débat, on fait des contrôles de fake news dans les débats. Et qu'on contrôle les fake news. Et qu'on contrôle le codificateur. Le débat, faut pas le commencer à 9h du soir, mais à 7h du soir, et on termine aux alentours de 4h du matin. C'est pas mal, ça. Attendez, François-Bernard Huyghe. Oui, alors, effectivement, tous les médias ont développé des processus de fact-checking, etc. Le problème, c'est que, comme dans le cas de BFM TV, un journaliste de BFM dit que c'est 1 milliard et que l'autre émission dit que c'est 45. C'est 13 à 45, à 15 à 45, c'est ça. Voilà. Le problème, c'est quelle est la source de l'autorité. Et il est très intéressant de voir qu'à partir du moment où on lance systématiquement cette accusation de complotisme, agent des Russes, d'édiles populistes racontant des fake news, ça peut se retourner. Je me souviens de couverture de la Repubblica et de Libération au début de l'épidémie de Covid, disant que c'était des pangolins et des chauves-souris, et que les gens qui pensaient que c'était des Chinois étaient des complotistes tarés. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Et disant le contraire après. Donc, le problème de la vérité, on peut prouver un trucage, on peut prouver qu'une image a été retouchée. Oui, ça c'est clair. Faire un Photoshop, on peut le prouver. Voilà. On peut prouver qu'une citation a été changée ou que des gens ont raconté des événements auxquels ils n'ont pas assisté. Et à partir du moment où on rentre dans le chiffrage, dans l'estimation ou a fortiori dans la vérité scientifique, voilà, toute période de tension, il y avait probablement beaucoup de fausses nouvelles pendant la grande peste de 1348, et on a constaté qu'à l'occasion de la pandémie de Covid, il y a eu ce qu'on a appelé l'infodémie, c'est-à-dire qu'il y a eu des contradictions, y compris des interlocuteurs scientifiques. On pourrait donner une dizaine d'exemples de savants qui sont engueulés, traités de charlots sur les plateaux de télé ou de radio, oui. Voilà, à propos des chiffres, des estimations, des anticipations, etc. Et par ailleurs, évidemment, ça a ouvert la porte à des millions de fausses informations sur les remèdes et tout. Donc, vérifions les faits, prouvons qu'il y a des trucages et des faussetés, mais n'imposons pas une vérité officielle. Merci beaucoup à vous, François-Bernard Huyghe, chercheur à l'IRIS, auteur de Fake News, La Grande Peur, et à François Jost, sémiologue, prof émérite à la Sorbonne Nouvelle, auteur de Médias, Sortir de la haine. Je présente mes excuses à Chantal de Maubourguet. On n'a pas le temps de la prendre parce que ça a beaucoup parlé et ça c'est beaucoup chamaillé. Non, mais c'est bien les débats comme ça, c'est musclé. Mais Philippe Bilger, il était d'accord. Tu étais d'accord avec nous, mon Philippe? Mais il est toujours d'accord avec nous. Non, c'est pas vrai. Je vous donne le verdict sur Twitter. Pour le moment, vous êtes 73,9% à dire oui. Loi anti-fake news pour la présidentielle. Est-ce une loi inapplicable? La chronique présidentielle d'Alexandre Priam, vous l'attendez? Eh bien écoutez, c'est pour tout de suite.